Je n'aurais jamais pensé, un jour, que la trahison puisse être aussi silencieuse. Elle ne frappe pas soudainement, comme le ferait une tempête. Elle s'infiltre lentement, comme un poison, goutte après goutte, détruisant la confiance, jusqu'à ce qu'il ne reste plus que le vide. J'avais toujours cru connaître ma femme, Hélène. Nous avions vécu ensemble pendant 10 ans, et j'étais certain de connaître chaque courbe de son sourire, chaque nuance de son humeur. Je savais comment elle buvait son café, avec un nuage de lait et sans sucre, et comment elle aimait s'endormir, la tête posée sur mon épaule. C'est peut-être pour cela, d'ailleurs, que le choc a été si brutal. Tout a commencé par de petits détails. Elle se mettait à rentrer plus tard du travail, de plus en plus souvent. Une nouvelle robe est apparue, puis un nouveau parfum. Sur le moment, je n'y ai pas prêté attention. Je me suis dit, c'est une femme, elle a juste envie de changement, besoin de se sentir belle. Mais ensuite, j'ai remarqué la façon dont elle souriait, les yeux rivés sur son téléphone, et la rapidité avec laquelle elle en cachait l'écran. Quand je m'approchais, mon cœur me soufflait la vérité, mais ma raison refusait d'y croire. Nous étions une famille, nous avions une fille. Comment pouvait-on tout balayer, tout détruire, pour se jeter dans les bras d'un inconnu? Une nuit, je me suis réveillé, et j'ai vu qu'Hélène n'était pas à mes côtés. Sur la table de chevet, son téléphone clignotait. Je n'ai jamais voulu être de ceux qui fouillent dans la vie des autres, mais quelque chose, au fond de moi, m'a poussé à le prendre. Et là, un message, tu me manques, tu es le meilleur. Qu'est-ce qui m'arrive? Il ne se doute de rien. J'ai eu l'impression de recevoir une gifle en plein visage. D'abord, je n'y ai pas cru, puis, je n'arrivais plus à respirer. Dans ma poitrine, j'avais la sensation que tout venait de s'effondrer. La maison, les murs, et même l'air autour de moi, tout m'était soudain devenu étranger. J'ai reposé le téléphone, à sa place, et je me suis recouché. Je n'ai pas dit un mot, j'ai simplement fermé les yeux, en comprenant que mon mariage était terminé. Quelques jours ont passé. J'essayais de me comporter comme d'habitude, mais à l'intérieur, les ténèbres grandissaient. Chaque fois qu'elle souriait, je ne voyais plus que le mensonge. Chacun de ses baisers me paraissait froid, mécanique. Je ne reconnaissais plus cette femme, celle avec qui je partageais ma vie. Mais ce qui s'est passé ensuite s'est révélé être bien plus terrible. Un jour, j'ai reçu un appel de l'hôpital. La voix du médecin était grave. Il m'a annoncé que ma fille, Camille, devait passer des examens complémentaires. Les analyses avaient révélé une infection, une maladie sexuellement transmissible. Je suis resté figé. Il m'a fallu de longues secondes pour assimiler le sens de ces paroles. Puis, un bourdonnement a envahi ma tête, et j'ai senti un froid glacial me glacer le sang. Ma fille, 18 ans, la petite fille que j'avais protégée toute ma vie, celle à qui j'avais appris à ne pas faire confiance au premier venu. Je me suis immédiatement rendu à l'hôpital. Camille était assise dans le couloir, pâle, le visage baigné de larmes. Elle n'osait pas me regarder dans les yeux. Je me suis assis près d'elle, et je l'ai prise dans mes bras. Elle est restée silencieuse un long moment, puis, la voix tremblante, elle a dit, « Papa, je ne savais pas. Il m'a dit qu'il m'aimait, qu'on serait ensemble. » Je ne savais pas quoi répondre, je me contentais de caresser ses cheveux, en lui murmurant que tout irait bien, même si, moi-même, je n'en croyais pas un mot. Lorsque le médecin m'a invité à discuter, je suis entré dans son bureau. Il parlait d'une voix calme, très professionnelle, mais chacun de ses mots s'enfonçait en moi comme une lame. Quand il a prononcé le nom de l'homme, celui par qui ma fille avait été contaminée, j'ai senti le sol se dérober sous mes pieds. Ce nom, je l'avais déjà entendu. Je l'avais lu dans ses messages, sur le téléphone de ma femme. C'était la même personne, le même homme. Il était l'amant de ma femme, et il avait trompé ma fille. Il avait tout détruit, ma famille, mes convictions, et mon cœur. J'étais assis face au médecin, sans cligner des yeux, sans rien ressentir. Une seule pensée résonnait dans mon esprit, comment une telle chose est-elle possible? Quand je suis rentré à la maison, Hélène était dans la cuisine. Elle m'a entendu entrer, et elle a souri, comme si de rien n'était. « Tu rentres tard » a-t-elle dit d'un ton léger. « Tu veux que je réchauffe le dîner ?» Je l'ai regardée et, pour la première fois, j'ai réalisé que j'avais une étrangère face à moi. La femme avec qui j'avais partagé toutes ces années, elle n'existait plus.
À sa place se tenait quelqu'un d'autre, une personne fausse, vide et glaciale. Je n'ai pas prononcé un seul mot, je suis simplement passé devant elle, et je me suis enfermé dans ma chambre. Cette nuit-là, je n'ai pas fermé l'œil. Je pensais à la facilité avec laquelle on peut détruire tout ce que l'on a construit, des années durant, l'amour, la confiance, la famille. Tout n'était que du papier, fragile et éphémère, et tout cela à cause d'un seul homme, un homme dont j'ignorais jusqu'au nom la veille encore. J'avais envie de hurler, de tout casser, de m'enfuir, mais je n'ai rien fait de tel. Au lieu de cela, quelque chose de froid a pris naissance en moi. Ce n'était pas de la colère, non. La colère se consume trop vite. C'était autre chose. Un silence, lourd et glacial. Dans ce silence, j'ai commencé à penser, non pas à la vengeance, non pas à la douleur, mais à la vérité. Je voulais que tout éclate au grand jour, que tous ceux qui avaient menti puissent ressentir ce que cela fait, de tout perdre. Assis sur mon lit, je regardais par la fenêtre. Les rues étaient désertes, et la pluie battait contre la vitre. Et là, j'ai compris, au matin, tout allait changer. Je refusais de rester une victime. J'allais devenir celui qui les forcerait, tous les deux, à voir ce que signifie trahir un homme qui les aimait plus que sa propre vie. Cette nuit-là, j'ai enterré mon ancien moi, l'époux, le père, cet homme naïf qui croyait en la fidélité et en la bonté. Au lever du soleil, j'étais devenu un autre homme, froid, calculateur, mais pour la première fois depuis bien longtemps, je me sentais véritablement en vie. Après cette nuit, tout a changé en moi. Je n'étais plus celui qui cherchait, sans cesse, des explications ou des excuses. Je n'avais plus besoin de mots, il me fallait des faits, des actions. Hélène continuait à jouer son rôle d'épouse idéale, à milieu de se douter que j'avais déjà commencé mon enquête, ma propre enquête, contre ma famille. Chacun de ses pas, chaque appel, chaque sortie, je les mémorisais. En apparence, j'étais d'un calme olympien, mais à l'intérieur, un plan se dessinait. Je ne voulais pas me venger dans un accès de fureur. Non, je voulais qu'ils comprennent, tous les deux, ce qu'était le froid absolu de la justice. J'ai commencé par le plus simple, son téléphone. Pendant qu'elle dormait, j'ai transféré toutes ses conversations, toutes ses photos, sur une clé USB. Toute leur saleté était là, les rendez-vous dans des hôtels, les déclarations d'amour, les clichés pris avec cet homme. Il s'appelait Romain. Il avait 5 ans de moins qu'Hélène, il était marié, et père de famille. C'était le genre d'individu qui parle bien, qui fait de belles promesses, mais qui ne laisse derrière lui que de la souffrance. J'ai étudié sa vie dans les moindres détails, son adresse, son travail, ses réseaux sociaux, et même ses habitudes. Il s'est avéré que Romain travaillait dans la même entreprise que ma femme, et qu'il venait d'être nommé chef de service. Tout devenait limpide, le statut, le pouvoir, l'attention. Hélène n'était pour lui qu'un divertissement, et ma fille, son nouveau jouet. Chaque soir, je faisais semblant de tout ignorer. Nous étions attablés pour le dîner, elle me parlait de son travail, et moi j'écoutais, en hochant la tête, comme si tout allait pour le mieux. Mais au fond de moi, c'était un océan en pleine tempête. Je l'imaginais, en train de lui écrire, dès que j'aurais le dos tourné pour aller dormir, et je l'imaginais, lui, en train de lui répondre, le sourire aux lèvres. C'est à cet instant précis que j'ai compris, la véritable vengeance, ce ne sont ni les cris, ni les coups. La vraie vengeance, c'est quand l'autre détruit lui-même ce qu'il a bâti, sans même réaliser que vous êtes là, juste à côté, à l'observer en silence. J'ai commencé à rassembler des preuves contre eux. D'abord, des photos, j'ai engagé un détective privé. Certes, cela m'a coûté cher, mais chaque cliché en valait la peine. Ils se voyaient dans des cafés, se tenaient la main, puis filaient à l'hôtel. Sur les images, ils avaient l'air heureux, tels deux adolescents que le reste du monde n'atteint pas. Quand le détective m'a remis la clé USB avec les vidéos, j'ai lancé la première. On y voyait Hélène. Elle riait, et elle disait, il ne se doute de rien, il est bien trop naïf, avant d'embrasser Romain. J'ai éteint la vidéo, et je suis resté là, assis dans le noir. Je n'ai pas pleuré, je n'ai pas crié. Tout, en moi, avait été réduit en cendres. Il ne me restait plus qu'une détermination glaciale. L'étape suivante consistait à découvrir si la femme de Romain était au courant de ses infidélités. J'ai trouvé sa page sur les réseaux sociaux. Elle s'appelait Marine.
C'était une femme forte, élégante, avec un regard bienveillant. Sur les photos, on voyait un mari, un fils, une famille heureuse. Mais je savais que cette façade, tout comme ma propre vie, n'était qu'un tissu de mensonges. J'ai longuement hésité à lui écrire, un véritable combat intérieur faisait rage en moi. Je ne voulais pas détruire la vie de quelqu'un d'autre. Mais ensuite, je me suis rappelé les larmes de ma fille, à l'hôpital, et j'ai compris, la vérité n'est pas une destruction, c'est une purification. J'ai rédigé un message pour Marine. Sans colère, sans la moindre accusation, juste des faits concrets, des noms, des dates, des lieux, accompagnés des photos. Je pense que vous avez le droit de savoir avec qui vous partagez votre vie. J'ai terminé mon message ainsi, et j'ai cliqué sur « Envoyer ». Ce soir-là, j'ai attendu. Les heures m'ont paru interminables. Hélène déambulait dans la maison, fredonnant une chanson, comme si le monde était parfait, et puis, le téléphone a sonné. Elle a sursauté, son visage a blêmi. C'était Marine. J'ai regardé Hélène écouter la voix au bout du fil, ses yeux s'écarquillant de terreur. Elle a murmuré, quitte à raconter tout ça. Ensuite, elle s'est tournée vers moi. Et là, j'ai souri. Je n'ai pas dit un mot, je lui ai simplement souri. La maison a plongé dans le chaos. Hélène hurlait, essayait désespérément de s'expliquer, jurant que c'était une erreur, que tout était faux. Je gardais le silence. Elle s'agitait dans tous les sens, me répétait qu'elle m'aimait, qu'elle allait tout réparer. Mais je ne l'écoutais plus. Ses paroles avaient perdu tout leur sens. Quelques heures plus tard, elle a fait ses valises et elle est partie. Sans un baiser, sans un adieu, seulement un lourd silence. Je me tenais près de la fenêtre, regardant la porte se refermer derrière elle. À cette seconde précise, je n'ai ressenti ni joie, ni tristesse, mais un immense vide. Comme si une ombre gigantesque avait, enfin, quitté ma maison. Le lendemain, j'ai appris qu'un énorme scandale avait éclaté au travail de Romain. Sa femme avait publié les photos et les échanges sur Internet. Il a été renvoyé. Sa famille a volé en éclats. Tout ce qu'il s'efforçait de cacher avait été exposé au grand jour. Je ne m'en suis pas réjoui, car ce n'était pas du bonheur. C'était, tout simplement, une libération. Le soir venu, assis avec une tasse de thé, je me suis demandé si tout cela en valait vraiment la peine. Ces années perdues, ces mensonges, cette douleur. Pouvait-on vraiment parler de victoire? Peut-être que la vengeance ne guérit rien, qu'elle se contente de calciner les derniers restes de votre âme. Mais ensuite, j'ai repensé au regard de Camille. Elle commençait à aller mieux, à sourire de nouveau. Nous avions beaucoup parlé. Elle m'avait demandé pardon, se sentant coupable. Mais je lui avais répondu, tu n'y es pour rien. Nous avons simplement fait confiance aux mauvaises personnes. Et à cet instant, j'ai su que pour elle, pour son avenir, pour qu'elle connaisse la vérité, tout cela était nécessaire. La vérité ne doit jamais être étouffée, car le mal finit toujours par retourner d'où il vient. Désormais, je voyais le monde d'un autre œil. Je n'étais pas devenu cruel, j'étais devenu plus sage. J'avais compris qu'il faut parfois traverser les ténèbres pour voir les gens tels qu'ils sont réellement, et que la vérité, aussi effroyable soit-elle, vaudra toujours 1000 fois mieux que le plus beau des mensonges. Plusieurs mois se sont écoulés depuis que tout s'est effondré. Au début, le silence dans la maison me paraissait insoutenable. Chaque matin, en me réveillant, je me surprenais à attendre, j'attendais le bruit de l'eau dans la douche, le son cristallin de sa voix, l'odeur du café envahissant la cuisine. Mais rien de tout cela n'existait plus. D'abord, ce vide m'a déchiré, puis il est devenu familier, et enfin, il m'a libéré. J'ai vendu l'appartement, trop plein de souvenirs et de mensonges. J'ai acheté une petite maison en bord de mer, en Bretagne. Rien de luxueux, mais un endroit paisible, avec de grandes baies vitrées et le parfum de l'iode flottant dans l'air. C'est ici, bercé par le cri des mouettes et le bruit du ressac, que j'ai recommencé ma vie à zéro. Les premiers temps ont été difficiles. Le soir, je m'asseyais sur la véranda avec ma tasse de thé, j'écoutais le chant des vagues, et je repensais à tout ce qui s'était passé. J'avais l'impression d'avoir perdu, non seulement ma femme et ma famille, mais aussi une part de moi-même. Il y avait en moi quelque chose de brûlé, de totalement dévasté. Mais le temps accomplit des miracles. Il ne guérit pas complètement, mais il émousse la douleur,
il l'intègre à ce que vous êtes. Je me suis mis à écrire plus souvent. Je tenais un journal, non pas pour conserver des souvenirs, mais pour expulser tout ce qui m'oppressait. Chaque mot couché sur le papier était un pas vers l'avant. Parfois, je réalisais que je ne pensais plus à elle avec haine, mais seulement avec une grande lassitude et, peut-être même, avec une certaine gratitude. La gratitude d'avoir reçu une leçon de vie. Ma fille, Camille, venait souvent me rendre visite. Elle avait changé, elle était devenue une adulte, plus réfléchie, et même étonnamment sage pour son âge. Dans ses yeux, on ne lisait plus cette foi naïve envers les belles paroles. Elle était entrée à l'université, elle s'était engagée comme bénévole, et elle aidait désormais des jeunes femmes victimes d'abus et de trahison. Un jour, elle m'a dit, « Tu sais, papa, si tout ça n'était pas arrivé, je n'aurais peut-être jamais compris à quel point il est essentiel de se respecter soi-même. » Je l'ai regardée, et j'ai su, avec certitude, que l'enfer que nous avions traversé n'avait pas été vain. Il nous avait forgés, il nous avait rendus plus forts. Il lui arrivait de me demander si je regrettais ce que j'avais fait, si je regrettais de les avoir détruits. Ma réponse était toujours la même, je n'ai rien détruit du tout. J'ai simplement arraché le voile de leurs mensonges. Pour le reste, ils s'en sont chargés tout seuls. Les rumeurs concernant Romain et Hélène avaient fini par arriver jusqu'à moi. On disait qu'il avait tout perdu, son poste, sa femme, et sa dignité. Hélène avait essayé de rester avec lui, mais très vite, leur relation s'était soldée par un échec. Il s'est avéré que les traîtres ne trouvent jamais de foyer, tout simplement parce qu'ils sont les premiers à y mettre le feu. Je n'en ai tiré aucune satisfaction. Autrefois, j'aurais peut-être savouré cette chute, mais plus maintenant. J'ai juste poussé un soupir de soulagement. Que chacun vive avec ceux qu'il a semés. La vie, au bord de l'océan, s'est révélée bien différente. Ici, j'ai appris que la solitude n'était pas une punition, mais une chance inouïe de s'écouter enfin. Auparavant, je fuyais le silence, aujourd'hui, je le recherche. Chaque matin, je sors marcher sur la plage, et je regarde le soleil se lever à l'horizon. Dans ces instants-là, je sens que quelque chose reprend vie en moi. Ni haine, ni amertume, seulement le calme et la clarté. Parfois, je réfléchis à l'amour. Est-il possible de refaire confiance à quelqu'un, après tout ça? En a-t-on seulement l'envie? La réponse s'est imposée d'elle-même. L'amour ne réside pas dans une autre personne. Il est en vous, dans votre façon d'aborder la vie, les gens, et vous-même. J'ai cessé de chercher ma moitié. Nous sommes entiers, tant que nous ne laissons personne nous briser. Par une douce soirée, j'étais assis au bord de l'eau, et j'ai entendu un rire d'enfant. Non loin de là, une famille jouait sur le sable, un homme, une femme, et un petit garçon. Ils riaient, s'éclaboussaient, faisaient la course pour savoir qui atteindrait le rocher en premier. Et, soudain, j'ai souri. Sans la moindre tristesse, sans aucune jalousie. J'ai souri, tout simplement, parce que j'avais compris que le bonheur n'avait pas déserté ce monde. Il avait juste changé de main. Un peu plus tard, ma voisine s'est approchée. C'était une dame âgée, qui m'apportait souvent des tartes, et qui aimait répéter que la solitude n'était pas une fin en soi, mais plutôt une seconde jeunesse. Tu as le regard apaisé, m'a-t-elle dit. C'est le regard de ceux qui ont affronté la tempête, et qui ont choisi de ne pas se noyer. Ce jour-là, pour la première fois, j'ai éclaté d'un rire franc et sincère. Parce qu'elle avait parfaitement raison. Jour après jour, je trouvais la paix. C'est fascinant de voir à quel point la haine draine nos forces, et avec quelle légèreté on respire lorsqu'on s'en débarrasse. Un jour, j'ai ouvert un vieux dossier sur mon ordinateur. Il contenait toutes les preuves, les messages, les photos, les vidéos. Tout ce qui m'avait maintenu enfermé dans cet enfer. Je les ai longuement regardés, puis, j'ai cliqué sur « Supprimer ». Sans le moindre regret, sans que ma main ne tremble, j'ai effacé le passé, comme on balayerait de la poussière. Cette nuit-là, je suis resté longtemps sur la plage. La mer était d'huile, et les étoiles se reflétaient sur la surface de l'eau. J'ai pensé que la vengeance n'était, peut-être, pas une force destructrice, mais un chemin vers l'émancipation. Lorsqu'on permet à la vérité d'éclater, on se libère. Mais la véritable paix, l'apaisement profond, on ne le trouve que lorsqu'on parvient à tout relâcher, y compris la vengeance elle-même. Aujourd'hui, je mène une vie simple. Le matin,
je me promène sur le rivage. L'après-midi, je travaille à distance. Et le soir, je profite d'un bon thé et de mes livres. De temps en temps, Camille vient me voir, et nous passons de longues heures au coin du feu, à refaire le monde. Il m'arrive de penser à Hélène, mais sans aucune animosité. Je la vois comme une étape de mon parcours. Car sans elle, je n'aurais jamais compris à quel point il est vital de s'aimer soi-même, et de ne jamais, au grand jamais, laisser quiconque piétiner son âme. Parfois, je regarde la mer caresser doucement la plage, comme si elle lui pardonnait toutes les tempêtes passées. Et je me dis que l'être humain, lui aussi, est capable de pardonner. Non pas pour absoudre ceux qui l'ont fait souffrir, mais pour se sauver lui-même. C'est à cet instant précis que j'ai eu une certitude absolue, je n'ai pas perdu ma famille, je me suis trouvé moi-même. Et lorsqu'un homme se trouve enfin, il n'est plus jamais seul.